Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio d'RTL. François Fillon s'excuse, c'était hier en conférence de presse devant les Français, mais se maintient dans la course à l'Élysée. Après 15 jours de crise, c'est reparti. La candidature est relancée. Oui, je pense que ce moment, hier, était très important. Peut-être d'ailleurs qu'il aurait pu avoir lieu plus tôt. Vous le regrettez ? Ça aurait été plus simple pour vous? Ah oui, je pense que si ça avait pu être la semaine dernière, plutôt, c'était mieux. Enfin voilà. Mais je pense que c'était important qu'il ait lieu de toute façon. Qu'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il n'a pas eu lieu plus tôt, c'est que François Fillon, il le dit lui-même, il s'attendait pas du tout à ça. Donc il a été très saisi. Il a été saisi. Et je crois que du coup, il a fait l'effort en quelque sorte qu'il fallait, qui est un effort de mise à nu pour un homme qui est connu pour être plutôt pudique et réservé, un effort qui a pu d'une certaine manière toucher. Enfin, il y avait quelque chose d'émouvant à étaler tellement. Voilà quelle est ma vie, mes comptes, mon patrimoine, mais qui, je pense, était indispensable. Et il était indispensable, pas pour le voyeurisme, non, il était indispensable pour le rendre à nouveau audible. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est que les Français les Français ont droit à un vrai débat. Les Français ont droit à un débat projet contre projet. Les Français ont droit à ce qu'on dépasse à un moment les questions par ailleurs légitimes qui ont été posées sur les salaires des uns et des autres, et c'est quoi. On va y rester quelques instants. Vous dites, il est audible. Est-ce que vraiment c'est suffisant? Il a reconnu ses torts, il l'a fait, vous l'avez dit, avec gravité, avec émotion, sans en tirer non plus les conséquences. C'est pas un peu court quand on brigue la candidature suprême, quand on demande la majorité populaire d'un pays? Sans en tirer les conséquences, je suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il a dit clairement qu'il le regrettait, qu'il s'en excusait, que c'était des faits anciens, c'était des pratiques anciennes finalement. Il a dit qu'il avait perpétué des pratiques qui existaient dans les assemblées, ce qui est une réalité. Sur laquelle d'ailleurs il faudrait creuser, parce qu'il faut peut-être formaliser le fait d'y mettre fin et d'aller plus loin en la matière dans les contrôles. Mais il a dit aussi qu'il regrettait non seulement d'avoir fait, mais de pas avoir réalisé plus tôt, tout simplement, que la France aussi avait complètement changé et que tout ça était plus du tout acceptable. Mais hier, il n'a pas apporté, par exemple, Nathalie Kosciusko-Morizet, la preuve matérielle du travail effectif de son épouse assistante parlementaire. Sur le fond, on n'a pas avancé. Alors c'est cela qui est en jeu. Est-ce que vous reconnaissez qu'à ce stade, pour convaincre totalement les Français, c'est encore insuffisant? Il a dit je regrette. Mais il y a que les Français qui peuvent dire ça. Ni vous ni moi. On peut avoir des points de vue personnels sur le sujet. Moi, je sais qu'un assistant parlementaire. Je sais qu'un assistant parlementaire, c'est un travail politique. Ils travaillent tous de manière très différente. Donc, il y a plein de façons d'être assistant parlementaire, et c'est pas des choses que vous pouvez forcément démontrer de la manière matérielle, comme vous pouvez démontrer que vous êtes tous les matins à la radio et tout le monde vous entend. Vous n'avez aucun doute sur le fait qu'il démontre l'effectivité du travail, c'est ce que vous dites? Je vais plus loin. Je pense que la question, c'est pas vos doutes à vous, ceux d'un tel ou d'un tel. La question, c'est les Français. Maintenant, c'est le 23 avril que ça se passe. J'entendais des radios sur lesquelles on disait, mais on demandait à des politiques, est-ce que François Fillon vous a convaincu? Mais la question, c'est pas de savoir si les politiques sont convaincus. La question, c'est les Français. C'est la place maintenant à une campagne dans laquelle on va pouvoir revenir sur les idées. Et puis, c'est le 23 avril qu'ils jugeront. Oui, parce que c'est ça la démocratie. C'est pas les juges et les journalistes, c'est les Français. Vous avez été candidate à la primaire. Pour incarner une nouvelle aussi façon de faire de la politique. Vous plaidez pour une revitalisation de la pratique. Vous l'avez incarnée d'une certaine façon. Et on l'a dit avec un certain succès. Ce ne sont pas des vieilles pratiques que de vouloir se maintenir à tout prix, malgré le fait qu'on est sous les feux de la justice et qu'on est candidat à la présidentielle. Il y a des choses différentes. Que les Français aient envie de pratiques complètement nouvelles en politique, moi j'en suis absolument convaincue. Et d'ailleurs, l'exemplarité. Et d'ailleurs, c'est pas seulement de là que ça date, c'est que ça fait 6 mois à peu près, mais plus même, que vous voyez à chaque élection en France et ailleurs des vraies surprises, des grandes surprises. Vous sentez qu'on a envie que ça se passe autrement. Vous sentez qu'il y a un grand mouvement, qu'il y a un mouvement de déception, moi je pense, vis-à-vis de François Hollande, qui a entraîné ça à l'origine, mais du coup de colère aussi, de désir d'autre chose. Et je pense que les politiques, tous collectivement, doivent se poser la question de savoir comment ils réagissent. Mais maintenant, aujourd'hui, on prend acte qu'il y a eu des dérives. Et appliqué à ce cas particulier,
est-ce que ça veut dire qu'il faut renoncer, en quelque sorte, au résultat de la primaire ? Moi, j'ai milité pour la primaire. Je milite depuis longtemps pour la primaire. Vous savez, en 2012, il y a eu cette bataille de ma famille politique et j'avais lancé le site jeveuxrevoter.fr. Il y avait une bataille de légitimité. J'avais dit, quand il y a un problème de légitimité, il faut pouvoir poser la question aux Français. C'est, voilà, la source de toute légitimité, c'est le vote, et le vote le plus ouvert possible. Donc, pas seulement le vote à l'intérieur de la famille politique, le vote le plus ouvert possible. Je milite vraiment depuis le début pour les primaires. Là, on a eu une primaire, mais formidable. Le résultat est sacré. Le résultat, d'une certaine façon, compte tenu de l'affluence, etc., c'est un résultat sacré. Ouais, enfin, sacré, moi, je ne dirais pas forcément. Ça dépasse le reste. Contexte, mais c'est un résultat qui est très fort. Ça donne une légitimité qui est très forte. Il y a 4 300 000 Français qui se sont déplacés. Je pense que ça donne une responsabilité particulière à ceux qui le portent. Je crois que François Fillon en est conscient. C'est aussi pour ça qu'il a fait cet exercice un peu inédit hier. Mais ça lui donne aussi une légitimité, une grande force. Et maintenant, je voudrais qu'ensemble on puisse mener le débat sur la suite. Tribunal médiatique, on va rester 2 minutes. Vous validez l'accusation? 2 minutes, en 2 minutes, on va parler que de ça, Elisabeth Martichoux, je le sens. Tribunal médiatique, vous validez l'accusation? Vous venez de rire, de faire un grand sourire, qui veut dire que c'est votre intention. Non, pas du tout, pas de procès d'intention. Non, mais je ne fais pas de procès d'intention, mais bon, de toute façon, c'est actuel, et je savais qu'en venant chez vous ce matin, on parlerait de ça, donc je me soumets bien volontiers à vos questions. Même si j'espère qu'un jour, on parlera d'autres choses. Oui. Enfin bon, on va pas entrer dans une discussion à deux, c'est pas le sujet. Tribunal médiatique, vous validez l'accusation, franchement, est-ce que la presse n'a pas tout simplement fait son boulot? Écoutez, chacun utilisera les mots qu'il veut, mais bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que le traitement n'était pas toujours très très amical, quoi. Ça a été dur, ça a été une période avec beaucoup de sensationnalisme, disons. Ouais. Le boulot de recherche. La vocation de la presse, vous le reconnaissez, vous la lisez, vous l'écoutez, c'est pas d'être amical. Je mets pas en cause la presse, comme je mets pas en cause le fait que ce matin vous me posiez plein de questions sur le sujet. Ce que je dis seulement, c'est que à la fois dans le timing et dans l'enchaînement des 10 derniers jours, convenez qu'il y a eu beaucoup de recherches de sensationnalisme, même parfois dans les titres, dans les rebondissements. Bon, moi je l'ai senti comme ça, pas forcément votre point de vue. C'est normal qu'on ait des points de vue différents sur un sujet pareil. Mais il faudrait encore pouvoir le prouver. Dans la tourmente, Pénélope Fillon suscite un élan de sympathie. D'ailleurs, Ségolène Royal, dimanche, l'a dit. Est-ce que vous vous associez à cette solidarité, à ce soutien ? Oui, j'aurais tendance à me méfier un peu des élans de solidarité de Ségolène Royal, si vous permettez. Mais ouais, je pense que je vais vous dire, je pense que quand on a de la réserve, qu'on a de la discrétion, se retrouver comme ça dans le tourbillon médiatique, c'est dur. Et j'ai dit, je pense que c'était dur même pour François Fillon hier de faire comme ça la déclaration de patrimoine, le machin, le truc, allez, je dis tout, je me mets à nu. Mais je pense que c'est encore plus dur pour elle. C'est plus dur de 2 manières. D'abord, c'est une femme qui est extrêmement discrète, mais vraiment extrêmement discrète. Donc le projecteur médiatique, ça doit vraiment pas être son truc. Et puis parce que malgré tout, quand vous êtes proche des politiques, mais vous n'êtes pas politique vous-même, vous n'avez pas vraiment les mêmes outils pour vous défendre. Vous voyez, la conférence de presse, c'est pas vous qui la faites, quoi. Et ce serait bienvenu qu'elle prenne la parole dans cette affaire, pour s'exprimer directement et pas seulement via son mari. Vraiment, c'est son choix, elle. Mais si vous me demandez, enfin, moi, je trouverais ça. Oui, je trouverais ça bien. Je pense en tout cas, je pense que c'est une parole que les Français, peut-être pas là dans la grande tourmente, mais que les Français auront envie d'entendre après tout ça. Vous dites, vous êtes là. Il y aura une curiosité, ça c'est sûr. Hein. Il y aura une curiosité. Ah oui, c'est sûr, bien sûr. Et il y a une attente finalement. Bah oui, parce que quand vous entendez parler de quelqu'un, vous voyez les photos, il y a un moment où vous avez, oui, je pense qu'il y aura une attente. Oui. Vous disiez tout à l'heure, il se maintient, la candidature est relancée, mais vous n'aviez pas le choix en réalité. Il l'a dit lui-même hier. Il n'y a pas de plan B. Le plan B, comme Bérésina, ça veut dire qu'il n'existe pas. Vous n'aviez pas le choix, votre candidat c'est lui, vous devez le garder quoi qu'il en soit. Écoutez, on peut toujours imaginer d'autres choses. Donc d'une certaine manière, on a toujours le choix. Moi, ce que je crois, c'est que une primaire aussi réussie, avec 4 300 000 Français qui se déplacent, ça donne une légitimité très forte. Même pour défendre un programme qui demande beaucoup d'efforts aux Français, quand on est accusé d'avoir rémunéré sa famille, accusé à ce stade, sans contrepartie, c'est possible de demander accusé sans plus de % de TVA, baisse du nombre de fonctionnaires, passage de 35 à 39 heures dans la fonction publique, rallongement de l'âge légal du départ à la retraite, etc. Enfin, on va pas rentrer dans le détail. Je dois savoir si c'est légal ou pas légal, parce que, pardon, dans votre formulation, là, il y avait des choses, je trouve qu'on aurait pu reprendre. Mais non, demander des efforts en français quand on est accusé d'avoir rémunéré sa famille sans contrepartie. Sur le fond du sujet,
moi je pense que les Français savent aujourd'hui qu'il faut faire des efforts et que la question c'est pas tant de véritablement la voix qui leur demande, c'est cette conviction partagée, structurée autour d'un projet, de la nécessité de faire des efforts. Et pourquoi ? Dans la vie, il y a une grande différence entre les efforts et les sacrifices. Parfois, ça se présente pareil. Mais les efforts, c'est ce qu'on fait quand il y a une espérance. On fait des efforts pour rebondir, on fait des efforts pour aller quelque part. Les efforts, c'est ce qu'on demande à ses enfants. À l'école, tu travailles à l'école, comme ça, tu auras les meilleures notes, un meilleur diplôme, ce sera plus facile pour commencer dans la vie. Les sacrifices, c'est ce que vous faites quand vous avez plus le choix, quand vous êtes dos au mur. Et pour moi, l'enjeu de cette présidentielle, c'est celui-là. C'est partager ensemble la conviction qu'il faut faire des efforts. C'est pas sacrificiel, c'est pas pour se faire mal, c'est pas parce qu'on n'a plus le choix, c'est pour aller quelque part ensemble. Et de ce point de vue-là, je trouve que le message qu'a envoyé François Fillon autour de l'idée d'une France libre, on est un peuple libre. On veut faire des efforts pour retrouver notre liberté par rapport à notre dette, notre liberté d'entreprendre, Oui, mais attendez, c'est important, surtout dans ce monde extrêmement changeant. Par exemple, moi, il y a un sujet dont je voudrais qu'on parle, c'est le monde à l'heure de Trump. La France, comment on réagit face à des États-Unis qui veulent un retour au protectionnisme. Même au moment de la primaire de droite, ces questions n'étaient pas posées de la même manière. Je voudrais qu'elles soient posées là, dans la présidentielle. Pour l'instant, c'est vrai que l'affaire diffère le moment où on parle de ces sujets. Mais si dans 15 jours, 3 semaines, Nathalie Kosciusko-Morizet, François Fillon a encore baissé dans les sondages, s'il n'est pas en situation de passer le cap du premier tour, que se passe-t-il pour vous ? Moi, je considère pas cette option. Je suis ce matin chez vous pour dire que je souhaite qu'on dépasse cette période-là et qu'on puisse parler d'autres choses. Et parler d'autres choses, c'est poser les vraies questions aux Français. C'est encore une fois, ces questions, elles sont pas illégitimes. Je comprends que les Français se les soient posées. Je crois que François Fillon a apporté beaucoup de réponses. Il faut pas non plus que la présidentielle se joue là-dessus. C'est d'autres questions qui sont posées aujourd'hui pour l'avenir des Français. C'est dit. Merci beaucoup, Nathalie Kosciusko-Morizet, d'avoir été avec nous dans ce studio d'RTL ce matin. Une primaire aussi réussie devait absolument être maintenue. François Fillon a apporté des réponses et maintenant c'est aux Français de juger. Et ça se passe le 23 avril, vient de nous dire Nathalie Kosciusko-Morizet. Bien entendu, comme chaque jour, l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à vous deux.